Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'épines calcanéennes. Donc avant de commencer, pour rappel, vous êtes ici chez vous, c'est votre endroit, vous pouvez me poser toutes vos questions, soit en commentaire, soit dans le formulaire anonyme qui se retrouve dans la description, vous avez un lien. Ces vidéos se retrouvent en ligne tous les jeudis à 18h. Vous avez une playlist dédiée qui s'appelle La question fit sur la chaîne YouTube là. Donc abonnez-vous et vous avez des heures de contenu à rattraper. Et vous avez également tous les mardis à 8h du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouverez sur YouTube mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et vous avez également tous les dimanches à 8h du matin à 10h du matin, pardon, les dimanches, une enquête, une vidéo, un cours, peu importe, comme vous l'appelez, sur des sujets plus pointus, cortisol, testostérone et tout, basés sur des recherches que je peux faire moi de mon côté, dans la littérature scientifique et tout. C'est des sujets en fait moi qui me passionnent. Et quand il y a un sujet où je commence à avoir vraiment pas mal de choses à apporter de nouvelles, des choses nouvelles, je vous en fais une synthèse, vous avez un PDF, vous avez un cours vidéo, tout ça pour avancer. Donc ça, c'est pareil, vous le retrouvez tous les dimanches à 10h et vous avez le lien pour accéder à toutes les archives. Rappelez-vous que c'est un accès VIP et le tarif est le plus bas du marché du fitness. Je vous le dis honnêtement, vous trouverez jamais un tarif aussi bas pour un contenu aussi riche et je me fais pas enfler les chevilles en disant ça. Aujourd'hui, j'en ai conscience que mon contenu est très très riche. Sur l'espace VIP, vous avez plus de 500 cours accès pour 12€. Donc, qui dit mieux quoi. Bref, la vidéo du jour parle d'épines calcanéennes. Donc la question c'est que faire ou plutôt contre une épine calcanéenne. Donc une épine calcanéenne, je sais pas si Cyril pourra mettre un visuel ici, s'il trouve un visuel dans Google Images ou autre. C'est une petite excroissance au niveau du talon qui est très désagréable. Donc a-t-on donné des retours d'expérience plus affûtés que aller voir un physiothérapeute? Quels facteurs favorisants à éviter donc? Ou quels facteurs de prévention, que ce soit biomécanique, vestimentaire, nutritionnel ou autre? Quelle activité éviter ou favoriser pendant que l'épine est là et fait mal? Donc j'avais entamé un programme de marche quotidienne pour me remettre en forme, en plus d'une alimentation à peu près low carb. Je sais pas ce que ça veut dire, à peu près low carb. C'est low carb ou c'est à peu près low carb? Donc c'est bas en glucides, on imagine. Mais avec cette embûche, je ne peux plus marcher autant que j'aimerais et j'aime ça. Bon, je veux pas être désagréable, mais c'est vrai que moi je ne suis pas compétent, encore une fois, pour des questions comme ça. Je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas physiothérapeute, et je n'ai pas souffert de ce dont tu parles. Je vais voir sous l'angle du sportif, moi. Donc sous l'angle du sportif, je vais te dire, moi si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Donc forcément, je marcherai plus, je ferai comme toi. Par contre, je pourrais encore faire des biceps, je pourrais encore faire des épaules, je pourrais encore faire des pecs, je pourrais encore faire du dos, je pourrais encore faire des leg extensions, des leg curls, je pourrais même faire des mollets presque, puisque le talon ne repose pas. Donc je dis bien presque, parce que la douleur, si elle irradie, parfois, c'est pas possible. Donc, tu vois bien que il y aurait quand même pas mal de choses à faire. Donc moi, je me tournerai plutôt sur ce que je peux faire plutôt que sur ce que je ne peux plus faire. Et c'est vrai que, plus largement, alors ce sujet-là, je préférerais appeler la vidéo « Comment s'entraîner quand on s'est fait mal » plutôt que par rapport à l'épine calcanéenne, parce que je t'apporterai pas beaucoup de choses dessus, juste à te rassurer sur le fait que tu peux continuer à t'entraîner et donc à fabriquer des cytokines inflammatoires positives justement pour ta santé. Et c'est souvent les choses qu'on retrouve chez les personnes blessées. Alors je dis pas que c'est une excuse pour pas s'entraîner, il y en a pour qui si, toi j'imagine que non, puisque si tu es allé jusqu'à m'écrire pour me le dire, c'est pas pour te donner une bonne raison de rien faire. Au contraire, c'est que tu as envie de trouver des solutions pour retrouver tes chaussures de rando et d'aller marcher. Donc ça, honnêtement, moi je ne pourrais pas t'apporter de réponse de ce côté-là. Par contre, ta frustration, tu peux peut-être la sublimer, je lis un peu de Freud en ce moment, en faisant un autre sport, ou en tout cas en entraînant les muscles, les membres qui ne te sont pas douloureux. Et c'est pareil pour toutes les douleurs. Beaucoup de personnes blessées me disent « J'ai arrêté de m'entraîner le jour où je me suis fait mal au genou. J'ai arrêté de m'entraîner le jour où j'ai eu une épicondylite. J'ai arrêté de m'entraîner quand je me suis fait mal au dos. » Je vais vous dire une chose, j'ai une épicondylite qui traîne là depuis, on va dire, plus d'un mois. C'est assez douloureux.
quand ça vous arrive, alors une épicondylite, c'est une tendinite à ce niveau-là, donc ça irradie ici, très fréquent dans le monde de la muscu, encore plus fréquent dans le monde du tennis. Bon, massage, tout ça. On va dire que la douleur est supportable. Par contre, si je m'amuse à faire des swings avec kettlebell ou des tirages en pronation pour le dos ou même des curls inversés, c'est pas possible. Je vais réveiller la douleur en 8 ou 9 sur 10 et je vais devoir faire un peu stand-by sur la séance du dos. Donc j'ai trouvé plein d'alternatives pour pouvoir m'entraîner. Je vais prendre en supination, je vais entraîner mes bras autrement, je vais mettre des sangles de tirage pour que justement pour délester un peu mon avant-bras. Il y a des entraînements que je vais faire où je vais sangler à ce niveau-là avec une poulie pour pouvoir entraîner. Enfin bon, bref, tout un tas de choses comme ça qui me permettent de m'entraîner sans augmenter la douleur sur la zone. Alors moi, je suis pas un débutant de la tendinite. J'ai déjà eu des tendinites à l'épaule, au pec. J'en ai déjà eu des tas et des tas. Je pense que quand on s'entraîne depuis une petite vingtaine d'années, on commence à avoir des signaux parfois de tendinite et tout. Quand on a compris ce qu'était une tendinite, bon voilà, on a essayé de faire un peu plus que ce que le tendon était capable d'encaisser. Il faut être capable d'inverser la tendance, donc lui laisser un peu plus de repos par rapport à ce qu'on lui demande d'encaisser maintenant et de lui apprendre à revenir progressivement. Il faut jamais être pressé quand on a une tendinite, mais la problématique, c'est que beaucoup de personnes encore aujourd'hui ont toujours la même stratégie, c'est que douleur égale arrêt. Les bons physiothérapeutes disent tous la même chose, phase aiguë qui dure assez peu de jours, il y a parfois un arrêt de la zone en question, hein, pas un arrêt total. Donc moi même quand je m'étais un peu blessé le pec, il n'y avait pas eu un arrêt total, hein. Je m'étais fait pas une tendinite, mais j'avais déchiré un petit peu de fibre musculaire, pas du tendon mais de fibre musculaire. Bon j'ai pas fait de pec pendant 3 semaines. Mais j'ai continué à faire des bras, des triceps, des machins. Les pecs, je les ai laissés tranquilles, juste pour que la cicatrisation se fasse, sur les conseils de mon kiné. Hein. Et j'ai fait le protocole avec le froid, le machin, enfin tout ce qu'il me disait de faire. Hein, c'était lui le professionnel. Et puis je suis revenu après et c'est lui d'ailleurs qui m'a dit maintenant faut y aller, faut pousser et n'hésite pas à mettre du poids puisque ça y est, c'est réparé là. Mentalement la douleur est peut-être toujours là, le lien tu le fais toujours, mais c'est bon, tu peux y aller. Faut aller au-delà de la prévention. Donc c'est aussi ça le rôle du thérapeute, hein. Enfin du physiothérapeute, mais on appelle ça un thérapeute aussi. Et ensuite, moi j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes, effectivement, il faut apprendre à s'entraîner dans l'inconfort. C'est-à-dire que si vous voulez vous construire un physique acceptable à vos yeux, il va falloir parfois vous entraîner dans de l'inconfort. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un peu mal au dos, peut-être un peu mal aux genoux, et d'essayer de contourner ça. L'entraînement intelligent. Vous avez prévu aujourd'hui de faire les cuisses, vous avez mal aux genoux. C'est stupide de faire les cuisses. Vous faites des abdos, vous faites des pecs, vous faites du dos, vous faites ce que vous voulez, mais pas des cuisses. Vous avez mal à l'épaule, ou vous avez mal au coude, ou vous avez mal à un endroit qui va être sollicité à la séance du jour. Contournez ça. Faites un autre groupe musculaire. Mais la solution de ne pas aller faire du sport parce qu'on a une douleur, c'est voir son corps sous l'angle. Votre genou n'est pas votre corps. Votre genou, c'est votre genou. Il y a plein d'autres zones du corps qui n'ont pas de problème. Donc là, ton épine calcanéenne, c'est ton épine calcanéenne. Alors, je connais pas le niveau de douleur. Je connais la douleur ailleurs, mais je connais pas celle-là. Donc, je ne pourrais pas te dire si c'est supportable, pas supportable. Surtout que la douleur est très subjective. Il y a des gens qui vont, avec ce que j'ai là ou ce que tu as toi, ils vont se rouler en boule par terre à pleurer, et d'autres qui vont être capables de travailler, de faire du sport et tout. Donc, vraiment la douleur, pas de jugement là-dessus. Mais dès que la douleur est supportable, et puis de toute façon si elle l'est pas, c'est pas de pas faire de sport qui va la baisser. En règle générale, quand on fait rien, notamment le soir en allant se coucher, c'est là où ça se réveille le plus. Donc de s'occuper, ça va aider. Faut pas oublier que le sport, donc quand on fait par exemple de la musculation, on va libérer des endorphines, et ces endorphines, un peu dérivées de la morphine, on va dire, ce sont des anesthésiants naturels. Donc, il va y avoir un effet antidouleur, et d'ailleurs, ceux qui font du sport le voient, quand on a des tendinites, le muscle chauffe un petit peu, la zone peut chauffer un petit peu, et pendant la période de la séance et un peu on va dire les heures qui peuvent suivre, on sent qu'il y a un peu du mieux sur la douleur. Puis après, ça a tendance à se réveiller quand ce qu'on appelle le muscle refroidit, quand on refroidit.
Et on l'a tous ressenti, ça. Tous ceux qui font du sport, on n'a pas besoin d'études pour ça. Il y a un réel qui s'impose à nous. Quand on fait du sport sur une douleur, la douleur diminue. Alors, c'est pas toute, hein. Il y en a quand c'est des déchirures musculaires et tout ça, ou des problèmes articulaires sévères, c'est pas le cas. Mais sur la zone en tout cas. Mais par contre, quand c'est une petite tendinite ou autre, on voit bien il y a un arrangement durant l'échauffement, sauf si on vient tirer comme un fou dessus, notamment sur ça là, sur l'épicondylite. Mais globalement, il peut y avoir un peu de mieux qui va durer même un peu après la séance. Et après, par contre, il y a une dégringolade et parfois c'est amplifié, surtout si on a fait n'importe quoi. Donc, moi, je te dis pas de t'entraîner sur la zone où t'as mal, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, d'essayer de travailler tout ce que tu peux travailler. C'est vraiment parce que l'arrêt de l'entraînement, déjà, c'est une frustration. Parce que pour beaucoup, c'est un moment de détente de l'esprit, alors de contrainte physique, mais de détente de l'esprit. C'est un pas en avant vers ses objectifs, c'est l'estime de soi, tout ça. Enfin bon, voilà, des interactions sociales pour ceux qui vont en salle, bref. Donc tout ça, tu le perds immédiatement. Ensuite, c'est l'arrivée de la prise de poids, de la perte de muscle, donc de la dévalorisation. Tu vas te dire, oh là là, j'y arriverai jamais. Et puis c'est le cercle vicieux, les ruminations. Et on n'y gagne rien. Mieux vaut s'entraîner à moitié quand on est blessé que pas du tout. Alors je parle pas du surentraînement, voilà, mais peu de personnes en sont à ce niveau-là du surentraînement. Enfin, je veux dire, le surentraînement, faut vraiment y aller, quoi. Quand on voit les sportifs de très haut niveau, le nombre d'heures de sport qu'ils font et ils sont pas surentraînés, c'est pas le pratiquant de musculation 4-5 fois par semaine qui va se mettre en surentraînement. Ou alors, pour se mettre en surentraînement, faut vraiment manquer de sommeil et avoir une diète totalement hors des clous, quoi. Mais si j'ai vu des gens qui se sont épuisés beaucoup quand ils ont switché comment dire, de l'omnivore à végétarien ou vegan. Alors, est-ce qu'il y a un temps d'adaptation ou est-ce qu'ils géraient mal, je sais pas, mais il y a eu pas mal qui ont perdu beaucoup de masse musculaire. Ils n'arrivaient plus à récupérer de leur entraînement. Après, on le sait que les protéines végétales sont moins anaboliques que les protéines animales. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a une période où il y avait du doute. Bon, aujourd'hui, c'est bon, on est au courant, même en croisant et tout ça. Je parle pour les pratiquants de musculation, hein. Je parle pas pour les personnes de la vie de tous les jours où, encore une fois, ces diètes-là sont certainement bien adaptées. Mais quand on fait de la musculation en brisant des fibres et en tapant très fort sur l'organisme, on a besoin d'aliments qui ont une valeur biologique assez élevée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on me mettait un couteau sous la gorge, je préférais être végétarien. J'aurais encore le choix de manger des œufs et un peu de produits laitiers que j'arriverais à digérer plutôt que vegan où là, je serais vraiment triste, quoi. Et mon corps le subirait aussi, en tout cas ma masse musculaire. Quand on sait que ça participe à la longévité, faut trouver le bon équilibre. Bref, je dis ça et vraiment parce que c'est important que tu restes en fait dans le move et que tu lâches surtout pas l'affaire sur la recherche que tu fais par rapport à ta problématique. Et n'hésite pas à consulter plusieurs. Moi, quand j'ai eu des tendinites, j'ai pas hésité à consulter plusieurs. Si je voyais qu'au bout d'un moment ça ne partait pas, j'allais tester autre chose. Je continuais à me documenter, d'essayer de voir les protocoles différents. Par exemple, tu vois, j'en ai appris sur l'épicondylite que c'est très rarement des tendinites inflammatoires. Il n'y a pas d'inflammation en fait. C'est un chirurgien qui expliquait ça, que l'inflammation c'est pas une inflammation comme quand tu as une inflammation, une tendinite à un autre endroit où souvent il y a des grosses inflammations. L'épicondylite, c'est assez peu souvent une tendinite qui est avec une grosse inflammation. Donc ils mettent du froid, peut-être quand c'est aigu, ça peut aider, mais sinon après de glacer tout le temps, c'est pas forcément voilà quoi. On ne sait pas si ça aide vraiment. Il y a des pistes aussi au niveau entre C6 et donc les vertèbres cervicales, entre C4, C5, C6. Où il y aurait peut-être un blocage d'un flux nerveux. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à la libération comment on appelle ça? À la vascularisation, voilà, de la zone. Donc, qui n'arriverait pas bien à récupérer parce qu'il y aura un problème de vascularisation sur la zone. Bon, c'est tout un tas de pistes comme ça qui peut permettre après d'essayer différentes approches pour apporter du sang, apporter de la vascularisation à la zone, quoi. Donc voilà, parce que sinon tu vois des protocoles avec tu sais les rotations comme ça. Moi je fais tu sais les protocoles avec où j'ai je sais pas si je peux te montrer comme ça, mais je mets une sangle en fait tout du même côté
comme ça, avec un poids ici, là, et je fais des rotations comme ça, et puis dans l'autre sens, après aussi, tu sais, comme ça, pour travailler ces mouvements-là dans les deux sens, en fait. Très peu de mouvements, tu sais, d'avant-bras classiques de cette façon-là, parce que c'est là où ça tire le plus, et bah, j'ai pas envie de tirer le plus dessus. Moi, j'ai envie de travailler un petit peu autour. Quand je fais ce genre de mouvement, j'ai du mieux. Donc, et puis celui-là aussi, je sais pas si tu le vois là, mon poignet, donc où tu lèves comme ça là, où il y a une très courte amplitude. Mais celui-là, alors là, je peux pas te montrer, mais quoi que si, je peux te montrer avec un élastique. Alors attends, de mémoire, je passe comme ça, ma main dedans, donc dedans là. Après, je le prends là, l'élastique. Donc tu vois, il est tenu là et il passe là. Je sais pas si tu vois. Et je bloque mon avant-bras sur une table et en fait, l'élastique il est accroché en bas et je lève en fait comme ça pour me permettre de travailler un petit peu ce mouvement-là, quoi. Et en faisant ces protocoles-là, moi, ça me soulage bien. Mais après, il faut être patient. À peu près une épicondylite, ça peut 90%. J'ai écouté le chirurgien, il disait que 90. Enfin, c'est pas mon chirurgien, c'est une conférence d'un chirurgien sur ça. Parce que moi, je vais voir les spécialistes quand même quand je regarde des conférences, pas forcément des gens sur YouTube. J'avais trouvé, enfin, il disait que 90% des épicondylites avaient disparu dans l'année. Donc, je suis patient. Je suis même pas à 6 mois de tendinite. Je dois être à 1 mois et demi, 2 mois maximum. Donc, et puis il y a déjà du mieux. Donc, voilà. En attendant, je n'arrête pas de m'entraîner, quoi, puisque ce serait la pire des choses, je pense. L'inactivité. J'ai toujours remarqué que l'inactivité, c'était le lit à la libération des douleurs. Comme si, tant qu'on s'entraînait, et je suis pas le seul à le dire, tant qu'on s'entraîne, il y a une forme d'anesthésie générale du corps où les douleurs, on les perçoit moins. Et dès qu'on arrête de s'entraîner, on a l'impression qu'on commence à ressentir un peu des douleurs qui sont certainement là depuis longtemps. Mais moi, je préfère pas les sentir, en fait. Je préfère continuer à m'entraîner, à conserver, en fait, une bonne tonicité, parce que est-ce que c'est pas la perte de la tonicité qui fait qu'on crée du jeu et dans les articulations et tout ça, et ce jeu, on sait qu'un jeu dans une articulation, ce qu'on appelle aussi la mobilité, hein. Trop de mobilité, trop de jeu, et ben c'est des surfaces, c'est des contacts, et des contacts, ça peut être douloureux pour certaines personnes, pas toutes, hein, il y en a qui le supportent très bien, mais d'avoir une bonne rigidité, ça peut aussi permettre parfois de limiter les douleurs. D'ailleurs, vous regarderez les problèmes d'articulation liés à la pression atmosphérique. Quand la pression est forte, que ça tasse, on a moins mal. Et par contre, quand elle est moins forte et qu'on libère, et ben c'est là où on a le plus mal. Vous vous dites, mais c'est bizarre, puisque si on libère, pourquoi on a mal? Parce que peut-être que ce jeu, en fait, de libération de la pression fait que il va y avoir des contacts là où il ne doit pas y avoir des contacts, puisqu'il y a moins de pression, et donc les douleurs peuvent être plus présentes. Alors que quand il y a la pression, tout est bien à sa place, si c'est bien aligné, évidemment. Et alors c'est qu'une image que je vous donne, hein. Mais regardez, c'est intéressant ce lien entre rigidité, pression et douleur. Puisqu'on a tous entendu quelqu'un qui disait ah, il va pleuvoir, j'ai mal aux genoux, machin, mais c'est pas lié à la pluie, c'est lié aux différences de pression atmosphérique. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Très bonne journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.